Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan qui vous est présentée aujourd'hui par Meg, Valentin et Sasa. Alors, quels sont les sujets aujourd'hui ? Alors, de mon côté, j'ai préparé un sujet sur un métier pas comme les autres. Pour pouvoir avoir un poste, il faut avoir la qualité physique, mais aussi mentale. Ah, C'est-à-dire les gardes forestiers. ah ouais, c'est Ah. super. De mon côté, je vais parler des décharges à ciel ouvert à Taïwan avec un cas particulier, celui de la décharge de Guan Yin dans le comté de Taoyuan qui se trouve en fait au bord des dunes de Cao Ta. D'accord. Voilà. Et moi, je vais vous parler d'un sujet totalement différent. C'est la traduction du roman 1984 de George Orwell en taïwanais et qui vient d'être publié. Voilà. Wow. On commence par quoi? L'environnement ou la littérature? Comme vous voulez. Let's go pour la littérature. Moi, je suis curieux, pardon. Ok, alors en fait c'est une initiative du traducteur Zhou Yingcheng qui a proposé en fait cette traduction à une maison d'édition parce que il voulait montrer que la littérature classique internationale, enfin les grands classiques, peuvent aussi être lus en taïwanais et que les livres en taïwanais ne se limitent pas simplement à des publications qui concernent Taïwan. Voilà. Et vous avez peut-être entendu parler sur notre antenne, mais ces dernières années, par exemple, il y a eu Le Petit Prince qui a été traduit en taïwanais, même plusieurs versions en taïwanais. Comme plusieurs versions en mandarin d'ailleurs. Voilà. Et je crois que 1984, il y a déjà 10 versions en mandarin. Aussi. Donc là, c'est la première en taïwanais. Et bien sûr, ça a été traduit dans de très très nombreuses langues dans le monde. Mais ça n'existait pas encore en version taïwanais. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse à propos du taïwanais, qu'on appelle ici taïgi ou taïgu. C'est une langue qu'on appelle aussi Minnan et qui est parlée dans une partie de la province chinoise du Fujian. Le sud de la province du Fujian. Voilà, et à Taïwan, c'est une langue qui est parlée par des personnes qui sont venues de cette province depuis 400 ans, enfin déjà il y a assez longtemps, et par leurs descendants. Et donc, il y a eu une évolution de cette langue un peu différente que dans la province du Fujian, parce qu'il y a une histoire singulière à Taïwan, notamment l'influence de la colonisation japonaise dans la langue. Et aussi, en fait, à Taïwan, il y a une multitude de langues. Il y a les langues autochtones austronésiennes, il y a le Hakka, etc. Mais jusqu'à il y a encore à peu près 2-3 générations, le taïwanais, c'était la langue la plus parlée. C'est aussi pour ça qu'on l'appelait le taïwanais, parce que c'était la langue la plus parlée, même si ce n'était pas forcément parlé par tout le monde. Mais depuis, je dirais, les années 50, elle s'était perdue progressivement suite à des politiques de promotion vraiment presque à marche forcée du mandarin. Déjà un peu plus tôt que cela, les Japonais avaient aussi imposé leur langue, en fait. Oui, alors, moi, de ce que je connais, j'avais une amie dont la grand-mère avait reçu l'éducation japonaise et elle, c'était le japonais obligatoire à l'école, interdiction de parler d'autres langues. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle parle que taïwanais et japonais. Donc, elle parlait taïwanais à la maison et japonais à l'école. Et c'était une petite anecdote en plus, c'est que tous les jours, jusqu'au décès de son enseignant, elle téléphonait à son enseignant de japonais tous les jours. Comme ça, c'était assez marrant. Elle regardait tout le temps la télé japonaise aussi. D'accord. En tout cas, le taïwanais a quand même pas mal décliné, surtout dans le nord de Taïwan. Mais on assiste depuis quelques années à une tentative de redynamisation et il y a beaucoup de Taïwanais qui s'intéressent de plus en plus à cette langue. Pour plus de détails, je ferme la parenthèse, vous pouvez écouter l'interview qu'on avait faite de Johan Goudin sur le mandarin et le taïwanais. Mais pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce que, en fait, le profil du traducteur m'a intéressée, m'a interpellée. Il a été interviewé par l'agence de presse CNA et dedans, donc j'ai découvert qu'il a 55 ans, il est originaire de Taipei. Son principal métier, c'est journaliste. Il a déjà traduit des livres, mais plutôt vers le mandarin. En fait, quand il a travaillé à Genève et qu'il parlait en mandarin, donc les gens lui disaient « Ah, mais tu es chinois en fait ».
Et ça l'a fait beaucoup réfléchir à ses liens avec Taïwan. Et il s'est rendu compte que les liens avec Taïwan, ça passait par la langue aussi. Mais lui, il parlait juste le taïwanais de base, en fait. C'est-à-dire la conversation de la vie quotidienne de temps en temps avec ses parents. Il fait partie des générations qui parlent taïwanais, mais pas très très bien. Et donc, il est revenu à Taïwan en 2010. Il s'est dit, je vais vraiment me mettre au taïwanais. Il a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'apprendre cette langue sérieusement. Donc voilà, c'est intéressant quoi, que en fait, la personne qui a traduit ce livre, super dur à traduire en plus, ce soit pas quelqu'un qui parle taïwanais super bien depuis son enfance. En fait. C'est vraiment quelqu'un qui a fait l'effort d'apprendre quand il était adulte. Enfin, d'apprendre. Il avait déjà une base quand même, mais... Et donc, il a appris sérieusement le taïwanais et il a même ensuite été chroniqueur pour l'émission Segaitai, Le Monde en taïwanais, sur le service public de télévision pendant 2 ans. Et donc, sa traduction de 1984, c'est sa première traduction vers le taïwanais. Et donc, comme il voulait, son but principal, c'était vraiment que ce soit une normalisation de pouvoir lire les classiques de la littérature internationale en taïwanais. Il n'a pas mis beaucoup de notes de bas de page, comme on pourrait le faire si, par exemple, on veut que ce livre serve à apprendre le taïwanais. Parce que ça, c'est une approche un peu différente. Voilà. Là, c'est plus littérature, en fait. Voilà. Il a vraiment voulu que ce soit littérature, comme si on se plonge dans le roman et on est vraiment pris par l'histoire, en fait. Mais bon, quand on voit le vocabulaire de novlangue et tout qu'il y a dans 1984, je pense que ça n'a pas dû être facile de traduire. Et puis c'est vrai qu'il a indiqué dans cette interview que c'était pas toujours facile de trouver comment écrire parce qu'il trouve que le taïwanais c'est quand même une langue qui est très orale et il y a certes certains dictionnaires de référence en taïwanais, mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément toutes les expressions qu'il voulait mettre qui sont dedans. Alors je fais juste une toute petite parenthèse encore une fois sur l'écriture en taïwanais. Il y a plusieurs manières d'écrire le taïwanais. Phonétique aussi. Voilà, donc il y a soit les sinogrammes. Donc si c'est les sinogrammes, il y a une partie qui sont pareilles que le mandarin, mais avec certains sinogrammes qui ne veulent pas dire exactement la même chose, avec une prononciation différente bien sûr, soit en transcription phonétique en lettres latines, mais là il n'y a pas qu'une transcription, il y en a plusieurs aussi, donc c'est très compliqué. Pendant un certain temps, c'était l'un des défis majeurs pour promouvoir la langue taïwanaise en fait, parce que justement c'est pas unifié. Tout à fait, ouais. Alors lui, il a fait le choix de l'écrire en sinogramme et de temps en temps, quand il a voulu insister surtout sur la phonétique, l'aspect phonétique des mots, ou alors quand il ne trouvait pas forcément les caractères pour traduire une expression à l'écrit, il a utilisé aussi parfois la transcription phonétique. Voilà. Alors, en ce qui concerne le contenu, Jo-In Chung, qui a fait des études de sciences politiques et ensuite a étudié à Édimbourg en criminologie et en justice pénale. Criminologie. Oui. Donc en fait, je pense que ce roman, c'est ce qu'il disait. D'ailleurs, il a dit la première fois qu'il a lu 1984, il a été à la fois intéressé et très impressionné, notamment par la description de comment un gouvernement totalitaire contrôle le peuple à travers la falsification des faits, la police de la pensée et la novlangue pour restreindre la pensée et manipuler la cognition. Et donc, dans cette interview, il disait que, selon lui, la frontière entre la démocratie et le totalitarisme est ténue. Et comme on le comprend dans le livre, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Donc, c'est-à-dire une liberté qui symbolise l'esprit de défense de la vérité. Et c'est refuser d'accepter, par exemple, que 2 et 2 font 5, comme le voudrait le gouvernement dans le livre 1984. Et donc, il a précisé que même si 1984 est un roman qui décrit le totalitarisme, c'est un roman qui rappelle à ses lecteurs d'être vigilants, même en démocratie, pour qu'elle n'évolue pas vers un possible totalitarisme. Et il disait qu'en ce qui concerne Taïwan, donc qui est démocratique, d'après lui, si Taïwan tombe dans des cas d'infiltration, de contrôle ou d'annexion par le gouvernement chinois, il y avait un risque en fait de devenir totalitaire aussi. Et voilà, je termine là-dessus en disant simplement que ça fait 2 semaines que le livre est sorti
et qui figure déjà dans le top 10, les 10 meilleurs livres, enfin les 10 livres les plus populaires sur la plateforme de vente de livres en ligne taïwanaise la plus connue, quoi. Donc ça commence fort. Ouais, c'est sur books.com.taiwan. Ouais, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si tu vas le ça, lire, c'est un Meg. bon départ. Oui, je vais peut-être commencer par améliorer mon taïwanais en fait. Mais je pense que ça peut être très intéressant parce que même si c'est pas forcément un manuel d'apprentissage avec plein de notes de bas de page et tout ça, ça peut pousser les gens en le lisant à se dire tiens, il faut que j'approfondisse et ce caractère, qu'est-ce que c'est, etc. Parce que à mon avis, il faudrait lire à haute voix pour comprendre aussi certains caractères, certains mots en fait, certaines expressions. Voilà. Parce qu'on n'est pas habitué à lire avec cette langue en fait. C'est juste ça le problème. Voilà, c'était donc la littérature. Oui. Maintenant, on passe au volet de l'environnement. Ok. Alors, forêt ou déchets. Let's go forêt. Let's go forêt. Alors, ce qui s'est passé cette semaine, c'est l'antenne à Hsinchu de l'administration de la protection des forêts a lancé un appel de recrutement. Ils vont recruter cette fois-ci 6 gardes forestiers. Donc, c'est le début d'appel à candidature. Et ce qui nous a marqué, c'est que, en fait, il faut non seulement passer les écrits, mais aussi les tests physiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, lorsqu'on parle des tests physiques, on sait que pour la Société nationale de l'énergie, par exemple, Taipower, il faut avoir la capacité de grimper, en fait, sur un poteau. Ça fait partie de l'examen physique. Et selon vous, pour travailler comme un garde forestier, qu'est-ce qu'il faut comme un test ? Grimper aux arbres ? Non, je sais pas. Courir très vite si on voit un ours ? Non, je sais pas. Justement, quand on voit un ours, il ne faut pas courir. Oui, non, je rigole. En fait, il faut porter un sac à dos de 20 kilos Wow. Et réussir à finir 1500 mètres, donc 1 km 500, en 12 minutes pour les hommes et 13 minutes 30 pour les femmes. En montée, enfin sur une pente ou c'est pas des chemins tout droits en fait. D'accord. Wow. Donc c'est assez physique. Et du coup, là c'était pour donc il y a 6 postes vacants, dont en fait selon la loi taïwanaise pour ces 6 postes, il faut avoir un poste garanti pour les personnes d'origine autochtone. Donc sur les 6, il faut avoir un aborigène taïwanais. Et en fait ça fait suite à un recrutement déjà organisé à l'échelle nationale en septembre dernier. Donc, c'est tout récemment. C'était donc l'administration nationale des forêts qui avait élargi le recrutement des gardes forestiers. À l'époque, ils avaient recruté 90 nouveaux gardes forestiers. Et il y avait justement une raison à cela, parce que les travails sont devenus de plus en plus diversifiés ces dernières années. Cela pour suivre donc les politiques nationales concernant les forêts. Donc en fait, les autorités ont voulu mettre en place un système de gestion de la chasse des villages aborigènes. Ils ont voulu mettre en place des politiques pour éviter la confrontation entre les humains et les animaux. Il y a aussi le secours aux animaux sauvages blessés, et aussi la lutte contre la plante qui est envahissante, la liane américaine, qui est un peu partout à Taïwan. Donc, les gardes forestiers doivent aussi s'occuper d'enlever tous ces plantes. Et du coup, le travail augmente. Et en plus, cela coïncide également avec le changement climatique. Donc, il y a plus de personnel qui doivent être affectés. La lutte contre les incendies en forêt, au secours en montagne ou la préservation de la nature. Et dans l'ensemble, en 2024, il y a déjà plus de 500 gardes forestiers à Taïwan. Et pour pouvoir assurer tous ces nouveaux postes
Donc l'administration nationale des forêts a augmenté l'effectif en fait. Il y a eu donc un recrutement de 90 personnes de plus. Et en plus, pour pouvoir avoir justement plus de personnes qualifiées, ils ont changé les critères de recrutement. C'est-à-dire avant, il fallait avoir le diplôme universitaire pour postuler pour un poste de garde forestier. Et ils ont baissé cela au niveau lycée. Donc, pour pouvoir passer l'examen, il faut non seulement courir en portant un poids lourd, il faut aussi savoir conduire, pas la voiture, ni le scooter, mais une moto. Parce qu'apparemment, c'est la seule manière pour accéder en pente plus facilement dans les montagnes. Et il y a aussi des écrits. Il faut écrire des essais, en fait, sur les questions de forêt, de la nature. Il y a aussi des tests par rapport à la connaissance sur la nature, bien sûr. Voilà. Et les personnes recrutées doivent suivre une formation de 4 semaines et après, ils peuvent recevoir un poste qui est dans différentes régions taïwanaises, pas beaucoup de choix. Il y a des zones plus difficiles que d'autres et du coup, le salaire de ces gardes forestiers évolue aussi en fonction du milieu où ils sont affectés en fait. Donc, plus on est éloigné, plus il y a une prime. Mais au maximum, apparemment, le salaire est plafonné à 1 400 € seulement par mois. Voilà. Mais ça peut être bien aussi, pour les gens qui aiment ça, de vivre en montagne, dans des lieux un peu éloignés. Oui. En fait, j'ai trouvé un partage d'une femme garde forestière en montagne qui travaillait en fait depuis 7 ans dans ce poste. Elle adore ce poste. Elle a pas, du coup, sur son propre blog, elle a partagé son travail au quotidien et elle s'occupe d'un terrain qui s'étend sur 2900 hectares. Ouais, je me suis déjà, je pense que c'est très difficilement faisable. C'est ce que je me suis dit en fait, avec seulement 500 gardes forestiers à Taïwan et toutes les forêts qu'il y a, c'est incroyable. Du coup, 2900 hectares, dont ça équivaut à 100 fois le plus grand parc de Taipei, le parc Da'an en fait. Donc c'est gigantesque. Et elle débute chaque jour au quotidien pour pointer. C'est assez médiéval, le système de pointage, j'allais dire, parce qu'il y a différentes boîtes en montagne pour les gardes qui y passent. Et il y a une carte qui se trouve dans la boîte. Il y a une carte que la personne porte avec le numéro qui correspondent, en fait. Donc, les gardes doivent arriver au poste, mettre la carte qu'elle a et récupérer l'autre pour dire qu'elle est passée par là, en fait. Donc, c'est même pas un système de signature, c'est un échange de cartes. Donc, je me demande si c'est pas vérifié, parce que c'est un échange de cartes au quotidien, en fait. Donc, voilà. Et du coup, elle précise que chaque année, il faut effectuer entre 3 à 5 jours de visite lointaine en montagne. Donc, elle peut pas revenir. Donc, il faut vraiment camper donc avec les moyens le plus simples possible dans la forêt, dans les montagnes pour surveiller. Et ses plus grands défis, c'est, selon vous, le danger en fait du métier. Je pense que pour les assureurs, c'est les chasseurs, non, je sais pas. Non, c'est tout bête. C'est les serpents et les guêpes. Ah bah oui, c'est sûr. Ils font attaquer régulièrement par ce genre de choses qu'on ne souhaite pas. Mais elle démontre pas. Elle exprime toujours sa passion pour pouvoir faire cela. Et en plus de ceci, de ce travail effectué dans la nature, il y a aussi des côtés qu'on n'aime pas du tout, c'est-à-dire tout ce qui est lié au papier, en fait, tout ce qui est écrit. Ah oui, la paperasse. La paperasse, parce qu'il y a beaucoup de terrains publics qui sont loués au privé. Donc, ces gardes forestiers sont aussi censés de vérifier si les contrats de location sont bien honorés, parce que il ne faut pas seulement vérifier la date de bail, en fait. Il faut aussi vérifier si l'état de terrain correspondait au contrat. C'est-à-dire, lors de signature de contrat, c'est précisé, par exemple, dans cette zone, il y a combien d'arbres, quel genre, s'il y a une petite cabane et tout. Dans ce cas-là, il faut que les gardes forestiers vérifient aussi si, au fil du temps, les locataires ont bien pris soin de la nature d'origine. D'accord. Ah oui. Voilà, ça, c'est aussi cela. Et si ils voient
qu'il y a des personnes qui s'approprient illégalement les terrains, qui utilisent illégalement les terrains publics, ce qui peut arriver souvent à Taïwan parce qu'on aime planter un peu partout des produits agricoles. Et du coup, ces gardes doivent s'occuper de les faire partir, en fait. Donc, c'est tous ces problèmes aussi d'abattage illégal des bois, en fait. Ça fait partie des tâches principales qui sont moins intéressantes, mais importantes quand même. Mais importantes, extrêmement importantes pour la forêt taïwanaise. En tout cas, c'est un travail très diversifié. Je pense qu'on ne s'ennuie pas. Ouais. Et on respire bien. Voilà, c'était par rapport au travail de garde forestier. Voilà, alors j'espère que chez eux, en tout cas, ils ne voient pas trop ce dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire des décharges à ciel ouvert à Taïwan. S'ils travaillent bien, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça, c'est la question. Et donc, je vais faire peut-être un petit topo de la gestion des déchets à Taïwan, parce que il y a eu quand même une prise de conscience assez soudaine, assez rapide au début des années 80 à Taïwan, pour faire face à une grave crise des déchets. J'ai le souvenir d'avoir vu des photos de ça. Oui, on a des déchets, des bandanes qui sont faits à partir des déchets pas très loin d'ici, en fait, à Nehru. Enfin, maintenant, elle a été recouverte de verdure. De verdure complètement, et remplacée en fait. par un incinérateur à côté. Oui. Et donc les raisons ont été provoquées principalement par une urbanisation rapide et une consommation croissante des Taïwanais. À cette époque, les décharges à ciel ouvert étaient la méthode prédominante d'élimination des déchets et causant donc pollution, odeurs nauséabondes et problèmes de santé publique. Face à cette situation critique, les autorités ont mis en œuvre des politiques plutôt innovantes pour l'époque, la construction d'incinérateurs modernes et l'introduction du tri sélectif accompagné de lourdes amendes pour les citoyens ne respectant pas les règles. Ils ont permis une transformation majeure en fait, de la gestion des déchets à Taïwan à l'époque. Il y a eu une deuxième vague en fait, de prise de conscience et de mesures en lien avec le recyclage et la gestion des déchets en 97 avec un programme qui s'appelait le programme 4 en 1 de recyclage, qui a rassemblé les citoyens, les entreprises de recyclage, les autorités locales et un fonds pour le recyclage afin de renforcer la collecte et le tri. Alors de nos jours, Taïwan affiche l'un des taux de recyclage les plus élevés au monde, avoisinant les 55% et envoie moins de 1% de ses déchets dans les décharges. Néanmoins, environ 48 décharges à ciel ouvert subsistent et représentent un héritage du passé difficile à effacer. Ces sites, souvent saturés et mal gérés, continuent à déposer des problèmes environnementaux, sanitaires et sociaux. Ils sont particulièrement problématiques en zone urbaine ou à proximité de sites naturels sensibles. Dans le cadre de sa transition écologique, Taïwan a aussi lancé des plans visant à fermer toutes ces décharges et l'échéance c'est la fin de l'année 2025. Ah oui, ils ont du travail. On est loin, je pense. Ça a encore été, je vais vous en parler, mais ça a encore été répété par le ministre de l'Environnement le mois dernier. Il faut avoir l'ambition dans la vie. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme Taïwan bilingue en 2030, on y croit tous. Ouais, mais bon, c'est 2030. Là, c'est fin 2025, waouh. Et donc, en mettant en œuvre des programmes d'enfouissement, d'incinération et de revalorisation énergétique. Le défi reste donc cependant immense, surtout dans les régions comme Taoyuan, où plusieurs grandes décharges subsistent encore. Le ministre de l'Environnement, donc Pen Chiming, accompagné du député Tu Chuanzhi et d'autres élus, a rappelé lors d'une visite liée à cette problématique à la décharge de Yangmei à Taoyuan le 26 mars dernier qu'il restait donc ces 48 décharges à ciel ouvert à Taïwan où sont stockées donc environ 780 000 tonnes de déchets. Le ministère prévoit de toutes les éliminer d'ici la fin de l'année et il a promis au chef de quartier qu'il reviendrait l'année prochaine pour constater les résultats concrets des travaux d'enfouissement et la disparition des mauvaises odeurs. Actuellement, du coup, la politique pour ces décharges, c'est de faire l'enfouissement. Alors, c'est de faire comme à Nehru, c'est ça, de faire une montagne recouverte de verdure, c'est ça ? C'est de recouvrir, mais aussi de faire un tri des déchets et de pouvoir essayer d'éliminer le plus de déchets possible par l'incinération ou par le recyclage. Parce qu'il reste encore des déchets qui auraient pu être traités autrement, qui n'ont pas été faits et qui ont été mis à la décharge faute de place dans les incinérateurs ou dans les usines de recyclage. Des fois, les capacités des autres solutions ne sont pas encore assez importantes pour pouvoir tout gérer. Même si c'est très peu à Taïwan par rapport à d'autres pays, par la plupart des autres pays. Et donc,
Actuellement, donc, la ville de Taoyuan compte encore 3 décharges à ciel ouvert situées à Yuanbun, dans le district de Yangmei, c'est celle qu'ils ont visitée, qui est la plus importante, je vais vous donner les chiffres après, au lac Dianze, dans le district de Longtan, et à Baoxiang, dans le district l'arrondissement de Guanyin, où les mauvaises odeurs et la prolifération des moustiques et des mouches suscitent de nombreuses plaintes des riverains. Le volume maximal de déchets entreposés dans ces 3 sites atteignait auparavant 248 000 tonnes, mais grâce aux rénovations des incinérateurs, les opérations de traitement par incinération et d'enfouissement qui se poursuivent, les quantités ont été réduites à 35 000 tonnes à Yangmei, 19 000 à Longtan et 31 000 tonnes à Guanyin. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai découvert récemment lors d'une visite des dunes de Caota, la décharge de Baoxiang. Voilà, et donc j'étais très étonné de voir ça en fait à côté d'un site naturel assez particulier et après très unique à Taïwan. Pour vous parler de ça, en fait, je sais pas si vous connaissez les dunes de Tsata, je sais pas si vous saviez qu'il y avait des dunes déjà à Taïwan. Non. C'est à Taoyuan, j'ai découvert c'est ça, tu récemment à Taoyuan, donc au nord-ouest de l'aéroport en fait, à peu près à 20 km de l'aéroport. Et ça ressemble à la dune du Pilat en France, par exemple C'est le même type, c'est le même principe. Elles sont beaucoup moins hautes. Hein. Je pense que le point culminant est à 20-30 mètres. Le point culminant, c'est le déplacement. En fait, c'est le trou qu'ils ont fait de la décharge et ils ont déplacé le sable un peu à côté pour faire pour faire une nouvelle dune, c'est ça. Ça c'est ma constatation personnelle. J'ai pas vu d'article. Du coup, c'est facile pour cette décharge. On met une dune. On crée une dune. On crée une dune. Voilà, c'est une dune sur la dune. Et donc il y a plusieurs questions environnementales dans ce coin-là parce que c'est aussi un des endroits les plus venteux de Taïwan avec Hsinchu. Et donc il y a une ribambelle d'éoliennes qui ont été installées au sommet des dunes. Donc, je sais pas comment on peut installer une éolienne sur des dunes de sable, mais ça doit être très... Avec un socle en béton, etc. Ça passe, ils ont dû bien creuser alors. Ouais. En tout cas, donc il y a ces grandes éoliennes qui marchent très bien. Alors, je peux dire qu'elles produisent beaucoup de vent, beaucoup d'énergie, parce que le vent est quand même assez fort. J'y suis allé un beau jour où il n'y avait pas forcément énormément de vent et c'était déjà énorme. Et donc, le truc, c'est que les dunes de Tsota, c'est aussi plus que juste du sable qui se bouge avec le phénomène géologique qu'on connaît, avec un vent du nord-est, etc. C'est aussi le fait qu'il y a un écosystème particulier aux dunes, à ces dunes-là. Et donc, avoir une décharge à côté, c'est quand même assez impressionnant, surtout que les dunes, pour donner un peu de chiffres, c'est 8 km de long sur 300 à 500 mètres de large. Quand même. C'est grand, ouais. Moi, je me suis baladé, il m'a fallu, pour aller jusqu'à la moitié seulement, l'aller-retour jusqu'à la décharge, ça m'a pris 2 heures. Wow. Donc voilà, ça peut, pour vous donner à peu près une terme d'échelle, c'est vraiment des belles dunes avec un beau sable fin un peu noir, volcanique. Ah oui, alors c'est différent de la dune du Pilat du coup. Voilà. Parce que... en tout cas, tu m'as donné envie d'y aller, enfin presque. Quand la décharge aura disparu. Attends, l'été aussi. L'hiver aussi. En 2026, ce sera bon. Donc, voilà. Et j'ai vu qu'en fait, elle était en cours de démantèlement. Il y avait plein de sacs poubelles avec du recyclage, du tri qui était fait pendant que j'y étais. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui est fait dessus. Et donc, à voir dans le futur si cette décharge pourra redonner un peu plus de tourisme, parce que c'est un des points Instagram les plus visités de Taoyuan en plus. Ah ouais. Donc c'est vraiment particulier. Voilà. Donc voilà, je voulais mettre un peu l'attention là-dessus parce qu'en plus l'écosystème vraiment des dunes sont particulières pour Taïwan. C'est très rare parce qu'en fait c'est un vent sec du nord-est qui les alimente, et donc ça fait des écosystèmes avec des plantes qui sont uniques à cet endroit-là en fait. Et donc en espérant que la décharge sera déjà un point positif une fois qu'elle sera éliminée au bon déroulement de l'écosystème particulier de cet endroit. Ça commencera dès 2026. Allez, voilà. Croisons les doigts. Merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine. Comme d'habitude, ça passe trop vite. C'était Megouin, Sasa et Valentin. À la semaine prochaine. Au revoir.